Alors, donc, après cette introduction, je retrouve nos invités. J'ai le plaisir, effectivement, de vous présenter Armelle Levieux, qui est la directrice de l'innovation d'Air Liquide, Frédéric Duval, directeur général d'Amazon.fr, qui est un habitué de nos sommets de l'économie à Toulouse et à Paris. J'ai vu en visio que nous avions Benoît Leménian. Est-ce qu'on peut le remettre à l'antenne une seconde? Voilà, bonjour Benoît. Il voulait être avec nous, mais Vercor, dont il est le président et le cofondateur, l'appelait aujourd'hui, je crois, dans la région Rhône-Alpes. Et puis, pour introduire cette table ronde, Marc Ivaldi, qui est économiste à Toulouse School of Economics, également directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et Marc est un économiste qui connaît parfaitement le secteur, avec lequel on discute beaucoup avant une table ronde. Et il m'a dit, mais Vincent, le sujet de la mobilité, c'est pas ce que vous croyez, mais je laisse Marc vous dire ce que est selon lui le vrai sujet de la mobilité, et ensuite on entamera la discussion. Merci Vincent. Bon après-midi à tous. Je ne sais pas si je suis vraiment spécialiste. Donc, effectivement, ça a été dit, le secteur des transports, c'est celui qui a une grosse proportion de CO2, d'émissions de CO2. Mais ce qui est le plus important, c'est que c'est le seul secteur qui n'a pas vu ses émissions diminuer. Si on mettait tous les secteurs à 100 en 1990, le secteur du transport est à 125 aujourd'hui, l'industrie, par exemple, est à 65. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas eu d'innovation. Les voitures neuves émettent beaucoup moins de CO2, 42% de moins en 2022 par rapport à 1990. Donc, d'où vient cette augmentation de ces émissions? Tout simplement parce que la mobilité croît. Nous avons la bougeotte, que ça soit subi ou choisi, nous bougeons beaucoup. Alors, et la raison principale de pourquoi on bouge beaucoup, c'est que globalement, le coût du transport a diminué. Alors, c'est un constat général, c'est plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais gardons ce constat. Alors, que faire pour diminuer les émissions de carbone dans ce contexte? Alors, il y a soit changer les comportements, soit changer les technologies. On va probablement en parler tout à l'heure. On a déjà dit que les voitures avaient fait de gros progrès, mais mes collègues sur cette table ronde vont certainement en dire d'autres possibles avancées. On dit d'ailleurs souvent que c'est plus facile de changer les technologies que les comportements. J'ai tendance à penser que c'est en changeant les comportements qu'on pourra changer les technologies, et c'est un peu ça que je vais essayer de vous dire. Et bon, un économiste, ça peut regarder pourquoi il vaut mieux changer les technologies et les comportements. Donc on est là pour ça. Mais regardons le changement des comportements. Ce que ça veut dire, c'est réduire la mobilité. Alors, on peut sortir le mot qui a déjà été utilisé ici, c'est sobriété. Je vais, de façon un peu provocative, parler de 3 types de sobriété. Il y a une première sobriété que j'appellerais la sobriété spontanée. Je vais prendre un exemple. Chaque année, vous allez 4 fois aux Seychelles en avion.
C'est vrai, vous y allez, vous, Marc? Ah, c'est un exemple. Ah, d'accord. Un exemple. Et alors, un jour, vous entendez dans le Poste, Monsieur Jancovici vous dire, si on veut atteindre la neutralité carbone, je ne sais plus à quelle date, il ne faudrait que vous ne fassiez que 4 voyages en avion dans toute votre vie. Ça vous choque et vous décidez donc de n'aller que 3 fois par an aux Seychelles. Et le dernier voyage, vous restez chez vous. Alors ce genre de sobriété, ça peut être le fruit de l'éducation. On peut apprendre à mieux utiliser l'eau. On peut apprendre aussi à mieux conduire, plus sobrement. Mais vous conviendrez avec moi que ça ne va pas aller très loin. Surtout que vous êtes obligé, supposons que le télétravail ne soit pas possible, vous êtes obligé tous les jours d'aller à votre travail. Donc on ne voit pas comment on peut réduire la mobilité dans ces conditions. Donc la sobriété spontanée, de facto, elle est relativement limitée. Et là, vous voulez réduire vos émissions de CO2 et vous vous trouvez dans des embouteillages matin et soir, catastrophiques. Et là, vous êtes prêt, vous êtes pourtant dans une voiture électrique. Eh bien, ce qu'on dit, et les calculs le montrent, c'est qu'on est prêt à payer 100 fois plus que le prix de ce que vous avez payé pour réduire le CO2 parce que vous ne voulez pas perdre votre temps dans les embouteillages. Et ça, c'est un élément extrêmement important qu'il ne faut pas oublier. Alors du coup, il faut rentrer dans d'autres sobriétés. Alors pour être un petit peu méchant, je vais parler d'une sobriété imposée. C'est pas que les exemples que je vais prendre ne sont pas nécessairement des mauvais exemples. C'est quand on utilise des politiques sans vraiment les intégrer. Alors, je vais prendre des exemples qui viendront très vite à votre esprit. On bloque des endroits de circulation. Alors évidemment, ça a un effet sur la pollution. Pas tout à fait, parce que ça peut la déplacer, parce que vous n'avez pas prévu les bons itinéraires de contournement ou les parkings d'échange qui vous permettraient d'utiliser un transport en commun. Le maire de Toulouse a évoqué, c'est l'histoire des ZFE. L'histoire des ZFE, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, ah maintenant vous n'avez pas le droit de rentrer dans le centre-ville de Toulouse ou d'autres villes parce que votre voiture est trop vieille et pollue trop. Évidemment, c'est une bonne idée. On voit bien que ça peut faire baisser le CO2. Sauf que tout d'un coup, on s'aperçoit, eh bien, si on l'appliquait au 1er janvier 2024, c'est 35% des automobilistes de Toulouse qui seraient concernés. Évidemment, là-dedans, il y en a beaucoup qui ne sont pas très riches, et donc ça veut dire changer de voiture. Et donc, on va en retraite, en race campagne, et l'application des ZFE, je n'ai pas l'impression que ça soit pour tout de suite. Une autre chose que M. Moudinque a évoquée, qui est aussi une mauvaise idée, enfin une mauvaise idée, c'est d'une bonne et une mauvaise idée. On a tendance à penser qu'on va résoudre tous les problèmes avec un seul mode de transport. Alors en France, on adore le train. Et donc, on se dit, mais plus on va faire de trains, plus on va on va réduire les émissions de CO2. Ça, alors, du coup, en ce moment, il y a cette idée que de dire, ah ben, regardez ce qui se passe dans l'Île-de-France, ou dans le Grand Paris, et donc on va le faire pour les grandes métropoles. Déjà, il y a un problème d'inégalité. Pourquoi le faire dans les grandes métropoles et pas les métropoles qui sont juste en dessous? Il y aura un problème d'inégalité. Mais quand on regarde les choses,
je vous prends juste des chiffres. Le Grand Paris, c'est 7 millions d'habitants sur 800 km². Lyon, c'est 1,4 million d'habitants sur 900 km². On voit bien que la différence de densité fait que les modes et l'idée d'un RER, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'adapter, mais on voit bien qu'on ne peut pas aller dans une telle direction. D'autres idées, c'est la gratuité des transports. J'ai une collègue qui a dit ce matin que ça marchait. Non, ça ne marche pas. Toutes les études ont montré que l'application du pass à 49 € en Allemagne n'a quasiment pas modifié le report modal. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu qui a été vers le train. Je vais finir. Je vais passer. Non, mais vous reviendrez, vous avez le droit de revenir parce qu'on a parlé la comportement, Marc. Je vais avancer juste une idée supplémentaire parce que je veux introduire une autre sobriété. Une sobriété incitative que j'appellerais aussi sobriété économique, évidemment. Vous nous en parlerez tout à l'heure, hein, parce que je voudrais quand même qu'on parle. Vous avez très bien défini les choses. Il y a les comportements et il y a les technologies. Donc là, je voudrais effectivement qu'on parle un petit peu de technologie. Vous nous direz ensuite tout le mal que vous pensez de ça. Mais j'aurais bien besoin de récupérer donc l'image de Benoît Lemaignan, si la technologie peut nous aider une seconde. Et donc Benoît Lemaignan, je vous présentais tout à l'heure en disant que vous étiez le fondateur de Verkor. Si tout le monde n'est pas au courant, Verkor, c'est la deuxième gigafactory qui se fait près de Dunkerque, après ACC. Vous avez sans doute pas vu, c'est dommage, dans Challenge, que c'était une des trophées des futures licornes. Et surtout, que Verkor a eu un des plus gros appels de fonds pour une start-up, 2 milliards d'euros, c'était à l'automne dernier. Et donc, parlons technologie et parlons effectivement technologie et économie. Ce qu'on voit dans le domaine de l'électrique, des batteries, c'est l'incroyable dégringolade des prix, des coûts, et que cette solution-là semble devenir compétitive. Ça ne règle pas le sujet des embouteillages qu'évoquait Marc, mais quand même, rappelez ça parce que c'est quand même très impressionnant. Merci, bonjour à tous. Effectivement, Verkor, on fait des batteries, et j'aimais bien l'introduction de Marc qui dit qu'il faut combiner les comportements et la technologie. Et il y a des choses sur lesquelles on peut agir avec des temporalités qui ne sont pas les mêmes. Donc le positionnement qu'on a eu, c'était de dire il faut rendre disponibles massivement des véhicules électriques qui permettent de baisser de 80 à 90% les émissions du transport, qui aujourd'hui sont compétitives. Alors évidemment, c'est un peu plus cher à l'achat, mais c'est tellement moins cher pendant la vie et les kilomètres qu'on parcourra que le fameux TCO, vous savez, le coût total au kilomètre parcouru, il est dès aujourd'hui très inférieur sur les véhicules électriques que ce qui est sur les véhicules thermiques. Et ça va s'améliorer parce que les constructeurs vont aller vers des batteries différentes qui permettront de répondre à des besoins différents pour faire des autonomies différentes suivant les gammes de véhicules. Vous savez que sur les véhicules thermiques, on a du diesel, on a des gros moteurs, des petits moteurs, on a de l'essence, et c'est aussi ce qui va arriver sur les batteries. Par rapport au comportement, il y a quelque chose d'intéressant avec les véhicules électriques, c'est qu'ils permettent à peu près de remplacer un véhicule thermique, mais avec des petites choses qui sont un peu différentes. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça permet aussi de commencer à aller vers ce changement de comportement, parce que l'autonomie est un peu différente, donc il faut un petit peu plus anticiper. Après, il n'y a pas de problème avec un véhicule électrique, on peut faire des parcours importants. Et puis, pour finir sur Verkor, pourquoi on a choisi de lancer ce projet-là? Tout simplement pour avoir une empreinte industrielle importante, pour aussi permettre de continuer à ancrer cette industrie automobile importante dans nos écosystèmes européens et nos écosystèmes français, créer des emplois, transférer en fait les emplois que nous avions historiquement dans les véhicules thermiques vers cette mobilité électrique et la production de batteries, mais également pour aller vers l'autonomie stratégique, c'est-à-dire la maîtrise des chaînes de valeur qui partent, dans le cadre des véhicules électriques, de certaines mines qu'on est en train de développer en Europe, jusqu'à la boucle de recyclage
parce qu'on est en train de créer vraiment une économie circulaire. Donc voilà quelques mots. Et effectivement, on a levé un petit peu d'argent parce que ces usines coûtent cher. Il faut déployer beaucoup de capitaux. Et donc, on a eu effectivement des annonces récemment. Et l'usine se construit à Dunkerque. Ceux qui passent à côté de Dunkerque, en sortant du tunnel, voient l'usine sur la gauche qui change tous les jours. Merci donc Benoît Lemaigneux. Je réponds à votre place à ma question. C'est quand même qu'il faut se rappeler, vous me corrigez si je me trompe, que le coût des batteries a en gros été divisé par 10 en 10 ans. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je me tourne là maintenant vers donc Armelle Levieux. On va parler une seconde avec elle des perspectives de l'hydrogène. Et là, on n'est pas du tout dans cet ordre de diminution de coûts. Mais est-ce que vous pourriez nous dire effectivement ce que peut faire l'hydrogène et ce qu'il ne peut pas faire? Oui, merci. Bonjour à tous. Ça marche ? Ok. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on n'est pas au même niveau de maturité avec l'hydrogène qu'avec les batteries électriques. Alors, comme on en parle beaucoup d'hydrogène, je vais peut-être juste commencer par vous rappeler quels sont les usages auxquels on croit dans le groupe Air Liquide. Donc, on est convaincu que l'hydrogène, c'est un levier indispensable à la transition énergétique, mais ce n'est pas la solution unique. Aujourd'hui, on estime que l'hydrogène devrait représenter à échéance 2050 à peu près 20%, un petit 20% du mix énergétique global, pour 3 usages. Pour décarboner l'industrie, qui est aujourd'hui là où on utilise 99% de l'hydrogène qui est produit dans le monde. Ensuite, pour la mobilité, et je vais y revenir tout de suite. Et le 3e usage, c'est pour servir de stockage tampon de l'énergie électrique. Voilà. Donc si je reviens sur la mobilité aujourd'hui, l'hydrogène, c'est intéressant parce que ça fait le pont avec ce que nous ont dit les précédents orateurs aujourd'hui. L'hydrogène, c'est une question d'usage. L'hydrogène, ça permet d'avoir beaucoup d'autonomie. On est aujourd'hui capable de faire 500, 600 km avec un plein d'hydrogène. Il y a jusqu'à 1000 km qui ont été faits avec des poids lourds de démonstration. Et ensuite, ça permet de faire des recharges rapides, 5 à 6 minutes. Donc finalement, c'est un usage qui est assez équivalent à l'usage auquel on est habitué aujourd'hui avec le diesel. Ce qui nous pousse à penser qu'à terme, il y aura 2 usages essentiels de l'hydrogène dans la mobilité. Il y aura les poids lourds, parce que mettre des batteries électriques sur des poids lourds, c'est aujourd'hui très lourd. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, mais aujourd'hui c'est compliqué. Ça limite la charge des poids lourds. Et ensuite, il faut avoir à la fois la puissance électrique et le temps de recharge dans la journée du chauffeur, qui est une journée minutée à la minute, pardon pour ce mauvais jeu de mots. Donc on pense que l'hydrogène aura un rôle à jouer essentiel pour les poids lourds, et ça démarre tout juste en fait. Il y a quelques véhicules de démonstration qui commencent à arriver sur les routes, et je pourrais vous en reparler. Et le 2e usage qu'on voit, c'est l'usage pour les flottes intensives, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de beaucoup d'autonomie, et là encore des recharges rapides. Et donc typiquement, c'est les taxis, ça peut être la logistique du dernier kilomètre sur des zones denses. Donc vous voyez, c'est 2 usages assez différents auxquels on croit. Le véhicule particulier à hydrogène, pas forcément. Alors, vous avez prononcé le mot magique pour Frédéric Duval, c'est la logistique du dernier kilomètre. Parce que quand on dirige Amazon et qu'on a des très grands projets de décarbonation, effectivement, c'est ça le problème principal. Et pour vous, pour reprendre l'introduction de Marc, est-ce que c'est affaire de comportement ou affaire de technologie? 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. C'est assez difficile de dire, est-ce que c'est une question de technologie ou de comportement? On peut dire que ces deux aspects s'auto-entretiennent d'une certaine manière. Et quand on voit le développement du e-commerce aujourd'hui qui a eu lieu sur les 10 ou 15 dernières années, c'est certainement une combinaison des deux. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est plutôt une bonne chose aujourd'hui pour l'environnement, puisque l'e-commerce est plutôt vertueux par rapport au commerce de détail. Deux situations pour interpeller un petit peu notre auditoire. Quand on met 20 personnes dans un véhicule et qu'on déplace 20 personnes en même temps, on fait du transport en commun et ça coûte moins cher en termes de CO2 que d'avoir 20 véhicules individuels sur les routes. Quand on
Et cela, l'application la plus simple qu'on connaisse, c'est le facteur qui distribue des lettres chez vous, et puis qui vous affranchit d'une certaine manière de vous déplacer à la poste, soit à pied, soit en vélo, mais souvent, très souvent en voiture en France, et donc qui est beaucoup plus efficient d'un point de vue CO2. L'e-commerce, c'est exactement la même chose, appliqué à des paquets. On amène des marchandises directement chez vous sans que vous ayez à vous déplacer pour aller les chercher dans un magasin. Et donc, c'est plus vertueux. On a 3 études indépendantes, individuelles, Oliver Wyman, le MIT et désormais l'ADEME, qui montrent effectivement cette positivité du e-commerce par rapport au commerce traditionnel en termes de pollution. Ceci étant, comme vous le disiez, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer à travailler, et donc le dernier kilomètre en particulier, mais je pourrais revenir par ailleurs sur d'autres aspects du cycle, le dernier kilomètre est un des aspects sur lesquels nous travaillons. Nous investissons massivement, effectivement, pour électrifier ou rendre la livraison du dernier kilomètre complètement sans aucune technologie, puisqu'elle est faite à vélo ou à pied, dans des zones denses. On n'a rien inventé, c'est le facteur qui le fait déjà, et ça s'applique, comme je le disais, au colis au lieu de s'appliquer aux lettres. Mais je n'avais pas vu effectivement dans votre démonstration du dernier kilomètre de l'hydrogène. Vous le réserviez plutôt à ce que étaient les grands déplacements entre les entrepôts d'Amazon, même au niveau intra-européen. Alors, si je regarde un petit peu plus effectivement dans le détail notre supply chain, elle est faite d'approvisionnement de produits qui viennent du sud-est asiatique, comme tous les retailers, et on a une première action qui est sur ce qu'on appelle le first mile, c'est-à-dire le transport par bateau depuis ces zones vers l'Europe. Là, nous utilisons avec Maersk des solutions au méthanol qui sont aujourd'hui plus vertueuses. Ensuite, quand les marchandises sont dans nos entrepôts en Europe, on utilise des flottes aujourd'hui plutôt électrisées qu'à hydrogène. Même si on regarde l'hydrogène aussi, aujourd'hui on utilise plutôt des flottes électrisées. On a aujourd'hui 30 camions avec Daimler-Benz en Europe qui tournent à l'électrique. Et puis enfin, une fois que les colis sont expédiés, on a, je le disais, des investissements importants sur la livraison du dernier kilomètre. En France, il s'agit de 250 millions d'euros qu'on investit pour électrifier, rendre totalement sans émission de CO2 les livraisons du dernier kilomètre. Pour illustrer cela, on peut dire qu'à Paris, par exemple, plus du 2/3 des livraisons se font sans aucune émission de CO2, mais dans des grandes villes telles que Rouen, telles que une vingtaine de grandes villes en France, on est à 80-90% de livraisons sans aucune émission de CO2. J'espère qu'à Toulouse, parmi elles, non? Parce que ça serait peut-être de nature à convaincre un peu Marc de l'intérêt, effectivement, des nouvelles technologies. Quand vous entendez quand même Benoît Lemaignan évoquer le fait qu'en coût d'usage, la voiture électrique est plus intéressante que la voiture thermique que nous connaissons, ça ne vous fait pas bouger votre approche? Vous, quand vous parlez de sobriété économique, qu'est-ce que c'est la sobriété économique? Je ne suis pas du tout contre les technologies. Et en tant comme chercheur, je vais dire il faut absolument continuer à investir. On n'est pas sûr de quelle voie il faut aller, mais il faut investir à fond dans toutes les possibilités. Maintenant, il faut quand même reconnaître les limites. Madame Lemieux l'a dit sur l'hydrogène. L'hydrogène, ça va concerner les bateaux, ça peut concerner les locomotives, les bus, les camions, mais ça ne va pas concerner l'automobile de tout le monde. Or, c'est quand même elle qui pollue le plus. Rappelons quand même que les vrais pollueurs, c'est nous. Ça, c'est très important. La voiture électrique, très bien. Il n'y a aucun problème. Bon, sur l'hydrogène, il y a quand même le problème de son efficacité. Mais on peut sur le véhicule électrique,
moi, j'ai pas de problème. Et effectivement, c'est très agréable de conduire avec une voiture électrique et ça apporte quelque chose de plus. J'en suis totalement convaincu. Et effectivement, ça peut aider à changer les comportements. Ceci dit, elle pose quand même des problèmes. On l'a bien vu dans les discussions pendant la campagne électorale. Alors, je veux bien que les prix diminuent, mais on sait quand même que les batteries, elles comportent des composants qui viennent de pays qu'on ne contrôle pas, et on sait qu'on a besoin d'indépendance là-dessus. J'ajoute que en supposant que tout le parc électrique, tout le parc de voitures soit qu'avec des voitures électriques, le 1er août, quand les juilletistes et les haussiens vont se croiser, un collègue du Collège de France avait calculé qu'il fallait 8 centrales, 8 EPR en fonctionnement. Donc, il y a quand même de sérieux problèmes. Alors, ce que je voulais dire, en parlant de sobriété économique, sobriété incitative, c'est quand même que on ne parle pas de qui va réellement payer. Et on ne fait rien pour mettre en place dès à présent les systèmes de prix qui permettent aux gens de faire les bons comportements. Donc, par exemple, on fait le même prix à Paris le matin, le soir, etc. Donc, les personnes âgées, ils peuvent prendre le métro le matin, alors qu'ils n'y ont rien à faire, et on n'utilise pas le signal prix pour leur dire vous devriez utiliser les transports en commun plutôt à midi quand il y a moins de monde. Donc ce signal prix, il n'y est pas. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que la seule façon que M. Moudingue voulait financer les transports publics, c'est en demandant de l'argent aux entreprises. Il ne pose pas la question de savoir si c'est l'usager. Et pour que ça soit l'usager, qui paye, il faut une organisation beaucoup plus efficace. Et on est très loin d'avoir utilisé les méthodologies que l'on connaît et les modèles d'optimisation du transport qui permettent ça, et en particulier dans le transport de marchandises. Parce que Amazon a une entreprise optimisée. Mais le transport de marchandises, ce n'est pas que Amazon, c'est des milliers d'entreprises. Et pour organiser un transport logistique et un transport de marchandises beaucoup moins décarboné, il va falloir faire travailler ces entreprises ensemble, sinon ça ne marchera pas. Pour ça, il faut une organisation des partages de données, des prix, pour qu'on puisse mieux organiser ça. Merci Marc. Je voulais demander effectivement à Benoît Lemeignan de réagir à une réalité qu'on a tous en tête quand effectivement il évoquait les échanges au cours des vacances. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la petite panne qu'il y a en ce moment sur le marché des véhicules électriques n'est pas lié à ce qu'après l'ère des early adopters, très contents de circuler avec leur Tesla ou leur Renault, je dis Renault parce que c'est un de vos clients, cher Benoît Lemeignan, il y a une petite remontée des inquiétudes du type de celle qu'évoquait Marc. Comment vous expliquez cette panne sur l'électrique ? Merci du point. Alors, plusieurs choses. Déjà, il ne me semble pas qu'il y ait une panne. Il me semble qu'on est dans une phase où, vous savez, sur des adoptions de nouvelles technologies, il y a des phases. Il y a une phase, effectivement, vous venez de dire, des early adopters. Celle-là, elle commence à être à un bon niveau de maturité, avec le fait que ces early adopters, ils découvrent progressivement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le confort de cette voiture est quelque chose sur lequel on a du mal à renoncer après. Et par ailleurs, comme on est capable de faire l'essentiel des missions nécessaires, en fait, une fois qu'on est adopté, on ne revient pas en arrière. On est dans un moment où beaucoup de constructeurs européens, mais pas que, mettent des nouveaux produits sur le marché qui vont permettre aussi d'avoir des réponses à différents types de besoins. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Je crois que Renault a annoncé aujourd'hui une nouvelle petite voiture, la A290. Stellantis en a d'autres qui sont en line-up. Renault a sorti son Scénic qui arrive maintenant dans les concessions et qui commence à être mis en vente et qu'on va voir sur les routes.
Donc ça, c'est important, le produit arrive, la demande va être satisfaite. La deuxième chose, c'est que la tendance, elle est... c'est vrai que les médias ont tendance à dire ouais, il y a un coup de chaud. C'est pas vrai. Quand on regarde les chiffres, en fait, ça continue à croître, un peu moins vite, mais ça continue à croître et ça va. Ce qu'on pense nous, c'est que ça va augmenter assez fortement dans les années qui viennent. Les nouveaux produits arrivent, les services sont rendus. Et pour le point sur les vacances du 15 août, c'est intéressant parce que ça dépend toujours d'où on le regarde, d'une part. Puis d'autre part, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des gens dans les autoroutes. Il y a eu, vous savez, cette année en mai, le chassé-croisé du 8 mai, là où il y avait beaucoup de monde sur la route. Ils n'ont pas eu d'embouteillage sur les bornes de recharge. Il y en a entre 20 et 40 actuellement sur toutes les stations d'autoroute. Et ils n'ont pas eu de difficultés particulières liées à ça. Évidemment, quand on aura beaucoup plus de voitures, ce sera peut-être un peu plus un challenge. Mais la réalité, c'est que je pense que, d'une part, il n'y a pas d'obstacle à ça, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre 10 réacteurs nucléaires, on peut refaire les calculs, c'est pas du tout les ordres de grandeur. Et puis par ailleurs, il se trouve que vous le savez, hein, les autoroutes, elles ont une capacité de transport limitée, elles font 140, 150 000 voitures dans la journée, pas plus. Et la plupart des gens, ils font pas Paris-Marseille, ils font un petit bout d'autoroute. Donc je trouve que cet argument-là, dont je ne nie pas une partie de la réalité, n'est absolument pas l'élément qui conduit les gens potentiellement à pas basculer. Parce qu'à l'inverse, il y a un mouvement de fond que vous ne voyez sans doute pas forcément, c'est l'adoption massive dans le rural des véhicules électriques. On cite l'exemple par exemple des Zoé d'occasion, qui sont devenus un véhicule extrêmement diffusé en fait dans les campagnes sur des usages de transport quotidien de quelques dizaines de kilomètres pour évidemment l'argument environnemental, mais aussi économique, parce que c'est des véhicules très, très économes. Vous achetez une Zoé qui coûte autour de 10 000 euros et qui vous permet de ne plus avoir de dépenses parce que le prix d'une vidange aujourd'hui, malheureusement, est quelque chose qui grève assez vite les budgets. Donc, moi, mon message principal, c'est bien sûr que ça induit des petits changements de comportement, mais en fait, ils viennent en petite contrepartie de gros bénéfices qui, par exemple, évitent de remettre des milliards et des milliards chaque année pour payer les gens. C'est aussi ça l'enjeu sous-jacent qu'il ne faut pas oublier. Merci Benoît. J'aimerais qu'on revienne sur la question qui était posée par la salle sur l'hydrogène. On est toujours frappé de combien l'hydrogène passionne Armelle Levieux. C'est drôle, nous on fait des numéros spéciaux qui marchent très bien là-dessus. Et donc un participant se pose la question de la disponibilité suffisante en volume dans les années à venir, parce que même si on a bien compris que c'est pas pour tout le monde, c'est vrai que ça a l'air d'être effectivement une autre solution, je vais pas dire miracle, mais il y a d'abord un problème de disponibilité. Alors, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un problème de disponibilité, il y a un problème de construire l'infrastructure et de décarboner l'hydrogène. Donc c'est vrai qu'on est au début de la courbe de maturité. Maintenant, l'ensemble des technologies existent et il y a un certain nombre de projets en cours qui sont déjà la preuve que les choses avancent. Donc, si je commence par la production, donc aujourd'hui, l'essentiel de l'hydrogène est produit à partir du réformage du gaz naturel. Donc, c'est un processus qui est émetteur de carbone et qu'il faut qu'on décarbone. C'est possible de le faire en captant du CO2. Ça permet de faire le fameux hydrogène bleu. Vous avez peut-être entendu les couleurs dont on affuble l'hydrogène. Donc, ça permet déjà de décarboner à 95%. Donc, c'est efficace, c'est à notre disposition et on a déjà des capteurs de CO2 qui fonctionnent sur certaines de nos usines, comme une usine qu'on a en Normandie, à Port-Jérôme, dans le groupe Air Liquide, et on va développer ça. Ensuite, il y a l'électrolyse. Vous avez entendu parler de l'électrolyse. Donc l'électrolyse, c'est un moyen absolument propre de produire de l'hydrogène, avec le seul inconvénient, c'est qu'il faut des énergies renouvelables ou décarbonées pour produire cet hydrogène par électrolyse, et qu'aujourd'hui, on sait bien qu'on a quand même un goulot d'étranglement sur la production d'énergie renouvelable. Donc tout ça, ça évoluera. Mais voilà, la décarbonation de la molécule à l'origine, elle est en marche, les technologies existent, donc c'est le temps de l'industrie, mais il n'y a pas de bloqueur. Ensuite, il y a toute la chaîne logistique à mettre en œuvre. Et ça, c'est un autre sujet, parce que sinon, on est vraiment dans le sujet de la poule et l'œuf. Vous achetez une voiture, puis vous n'avez pas de solution de recharge. Donc ça, la mobilité électrique est au-delà de cette courbe. Et là, sur l'hydrogène, la France n'est pas particulièrement en avance, mais les industriels prennent leurs responsabilités. Je vais vous donner un exemple. Avec Total Energy, on a créé une joint venture qu'on a appelée TIL, et dont l'objectif est de déployer 100 stations de recharge poids lourds sur tous les grands corridors autoroutiers des 5 pays d'Europe de l'Ouest. Donc, voilà, les industriels prennent leurs responsabilités et vont mettre en place l'infrastructure. Les constructeurs des camions travaillent
sur des solutions de camions à hydrogène et les premières flottes pilotes sont en train d'arriver sur les routes. Donc maintenant, il faut encore convaincre les opérateurs de flotte. Et c'est là où la solution est encore plus chère parce que le passage à l'échelle n'a pas été fait et où il faut aussi aligner notre action avec les pouvoirs publics. Donc c'est une chaîne logistique en devenir, mais dont les étapes se mettent en place. Alors il y a une question directement adressée effectivement à Frédéric Duval de la salle, évoquant le fait que Amazon, les choix d'Amazon. Amazon ne devrait-il pas aller plutôt vers le slow delivery, donc la livraison lente, plutôt que de pousser toujours à la livraison ultra rapide? Je vous remercie de me poser cette question parce qu'elle a agité nos réflexions de façon importante au sein même de l'entreprise. Et en fait, donc je voudrais d'abord, en préalable à cette discussion, expliquer que dans une entreprise comme la nôtre, l'émission de CO2 est directement liée à l'optimisation de la logistique. Plus la logistique est économique en termes de livraison, c'est-à-dire plus elle est optimisée, moins on dépense. Et moins on dépense, moins on émet de CO2. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Or, paradoxalement, et on l'a étudié de façon extrêmement précise, plus nous livrons vite désormais, moins nous émettons. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre l'exemple de Paris. À Paris, jusqu'à il y a quelques années, nous avions un centre de distribution qui était à l'extérieur de Paris, dans lequel il y avait nos produits, et nous livrions directement depuis ce centre de distribution. Nous livrions en une journée ou 2 jours. Les camionnettes partaient de ce centre de distribution et faisaient des tournées dans Paris optimisées. C'était bien, c'était assez rapide, pas très rapide, et c'était cher. Et puis on a passé un accord avec la RATP récemment, où on loue des surfaces de la RATP qui stockent en fait les bus pendant la nuit. Donc pendant que les bus sont partis la journée, on utilise les surfaces de la RATP en 4 endroits de Paris. Pendant la nuit, nos camions arrivent dans cet endroit, livrent les commandes. Et de ces endroits-là, nous organisons les tournées du dernier kilomètre avec un cargo bike ou avec un véhicule électrique ou bien même avec des livraisons pédestres. Et nous livrons en moins d'une journée par l'intermédiaire de ces stocks avancés dans Paris. La livraison est plus rapide, elle émet moins de CO2 et donc elle satisfait plus les clients. Et elle coûte moins cher. Donc ce que je veux expliquer, c'est que la livraison rapide n'est absolument pas, en l'occurrence, l'ennemi de l'écologie, bien au contraire. Ce qui est l'ennemi de l'écologie, c'est une logistique non optimisée. Or, pour faire une livraison rapide, il faut une logistique très optimisée. Voilà. Sachez qu'à Paris, grâce à ces entrepôts que nous livrons à RATP, eh bien, nous sommes plus rapides, plus écologiques et moins chers. Je réponds juste à la question directe. Et en tout cas, c'est effectivement une surprise de voir qu'effectivement, il y a un entrepôt de jour et un entrepôt de nuit pour des pendant que les bus sont partis. Aussi différents. Et je termine quand même sur une autre chose. L'écologie réside énormément dans la mutualisation des actifs. En l'occurrence, si on prend ces entrepôts de la RATP pendant la journée, qui ne servent à rien pendant la journée puisque les bus sont partis, la mutualisation de ces actifs nous permet de faire mieux en écologie. C'est quelque chose qui est très important. Je pourrais faire ce même parallèle avec les puissances informatiques qu'AWS offre à des entreprises, mais bon, ce serait trop long. Alors Marc, je pense que la mutualisation des actifs, ça vous parle. Je veux dire, Jean-Vincent, pourquoi on avait discuté avant et que je n'étais pas d'accord, je ne voulais pas que le débat soit capturé par les technologies. Alors des technologies, il en existe. On est dans des comportements là. Je vais y revenir. Les technologies, Monsieur Duval, il y a même des vélos à hydrogène. Ça se vend et on peut produire son hydrogène chez soi.
Mais des technologies, il y en a d'autres et ça va poser des problèmes. On peut développer un réseau d'hydrogène, mais on peut aussi développer des autoroutes à induction. Et donc, c'est étudié actuellement. Qu'est-ce que c'est des autoroutes à induction? Le camion passe ou la voiture passe et la batterie est rechargée automatiquement comme votre téléphone par induction. Je croyais que vous ne vouliez pas parler de technologie. Justement, et j'en reviens. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a dit Frédéric Duval. Sans technologie, ce qui est important, c'est justement la mutualisation, la coopération des entreprises, l'organisation. Et ce que je trouve, et ce que je voulais dire, c'est qu'on n'investit pas assez dans cette sobriété économique, cette sobriété incitative, qui est basée sur l'organisation, sur la gouvernance, sur des modèles d'optimisation, et en particulier dans les marchandises, dans le transport de marchandises, mais aussi de passagers. Et je pense qu'il ne faut pas oublier d'investir là-dedans. Je trouve quand même assez incroyable, par exemple, qu'à Paris, pour payer son métro, on ait encore pour beaucoup besoin d'un ticket. Tout ça manque de flexibilité, de technologie. Alors, il y a une question un peu compliquée. On la retrouve souvent dans ce genre de débat, mais ça me fait penser effectivement au transport de marchandises que vous évoquiez. C'est un participant qui dit pourquoi est-ce qu'on ne développe pas davantage le transport fluvial pour les livraisons? Alors, il y a quelques essais. On voit effectivement des hypermarchés qui sont livrés par des containers qu'on voit passer sur la Seine. Je ne sais pas si c'est vrai sur la Garonne également, mais c'est par exemple quelque chose que vous n'avez jamais imaginé un truc pareil à Amazon? À hydrogène aux Pays-Bas. Oui. Non, mais je pense que la personne qui a écrit cette question ne sait pas qu'aujourd'hui, il y a une entreprise qui s'appelle Aropa en France, Aropa, qui est de la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris, et qui développe justement des solutions extrêmement ambitieuses entre la réception de porte-conteneurs au Havre, l'approvisionnement de matières par la Seine et la disposition de ces matières dans le port de Gennevilliers en centre Paris. Je pense que cette préoccupation est beaucoup plus au centre, on ne pense, des industriels français et du gouvernement que ne le fait supposer cette question. L'hydrogène, c'est terrible, hein, parce que dès qu'on est parti, là, effectivement, il y a une question qui revient sur est-ce qu'Air Liquide va s'engager dans l'hydrogène blanc? J'ai d'abord besoin de vous demander de nous rappeler ce que c'est que l'hydrogène blanc et de me dire pourquoi est-ce que ce participant est inquiet. Alors, l'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène qui serait stocké dans le sol à des profondeurs diverses et qui est né de la réduction du fer, notamment. Donc, effectivement, on estime qu'il y aurait des gisements. Alors, je crois qu'il y a des gisements dans l'est de la France et dans le sud-ouest. L'ouest, hein, c'est le premier fan de l'hydrogène blanc, c'est le maire de Pau. Hein, il nous en a parlé. Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un gisement dans le monde qui est en opération, c'est au Mali, et il sort quelques bouteilles par jour. Donc on n'est pas du tout sur les ordres de grandeur de la production d'hydrogène dont on a besoin aujourd'hui, dont on aura besoin demain. Donc c'est un potentiel. On n'a aucune idée exactement de la concentration, de la pureté, de la pression de cet hydrogène qui se trouve dans le sol, à quelle profondeur il se trouve. Aujourd'hui, c'est des extrapolations scientifiques, donc c'est évidemment un sujet intéressant à regarder. C'est un sujet extrêmement préliminaire à ce stade, puisqu'on sait que le temps de l'extraction est extrêmement long. Alors, il nous reste 4 minutes. Je voudrais vous poser cette question d'actualité à chacun des quatre. Est-ce que vous craignez que ce que l'on vient de vivre aux élections européennes fasse qu'il y ait vraiment, pour le coup, une panne dans le Green Deal? Qu'est-ce qui veut commencer? Moi, je peux commencer si vous voulez. Hein. Une minute. Donc non, en ce qui nous concerne, on ne change pas de stratégie. On investit très fortement à décarboner l'entreprise.
On est actuellement en train de développer 180 projets sur 13 pays européens de production d'énergie renouvelable. Nous installons 6,7 gigawatts de production d'énergie renouvelable, ce qui est certainement la production présente à peu près la moitié de la consommation de la Belgique. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, et avec l'ambition de totalement décarboner l'utilisation de l'électricité de l'entreprise d'ici 2030. Benoît, une minute. Je partage ce qui vient d'être dit. Il me semble que les sujets de souveraineté stratégique, d'autonomie stratégique et de capacité de contrôler quand même notre avenir, baisser notre dépendance aux fossiles et l'impact climatique font relativement consensus. Après, les moyens d'y arriver peuvent dépendre. Donc, par exemple, on ne voit pas de changement de la stratégie, qu'il faut faire attention à ce que la vision française des élections européennes n'est pas tout à fait la vision européenne, et qu'en fait la majorité au niveau du Parlement européen ne bouge pas tant que ça. On sait déjà que c'est Ursula qui va continuer, qu'une partie des vice-présidents ne vont pas changer. Donc on anticipe quand même une bonne continuité. Et n'en déplaise à mes chers amis politiques français, il y a beaucoup de choses qui maintenant se passent au niveau européen, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir cette stabilité dont nous avons besoin en tant qu'industriels. Par ailleurs, le reste du monde n'attend pas, et on le voit en Chine, on le voit aux États-Unis, il y a beaucoup de projets qui avancent. Il est important que l'Europe continue d'ailleurs à se regrouper autour de cette dynamique-là. Quand on s'arrête, Benoît, je vous interromps parce qu'il faut qu'Armelle et Marc puissent dire leurs mots. Donc moi, je suis très alignée avec les deux précédents. Donc au niveau du groupe Air Liquide, on s'est engagé à la neutralité carbone en 2050 et à réduire d'un tiers nos émissions en 2035. Quand on sait qu'on a des projets qui se construisent sur 5 à 10 ans, vous imaginez le challenge. On a 70% de nos projets de R&D qui concernent la transition énergétique. On a décidé d'investir 8 milliards dans les 10 années qui viennent sur le sujet. Donc clairement, on ne ralentira pas. J'étais en Allemagne ces 3 jours précédents et effectivement, la lecture est très différente de l'autre côté du Rhin. Alors, Marc, Yveldi, pour terminer, sur le pacte vert. Je ne pense pas qu'il va y avoir de gros changements. Il peut y avoir des petites ajustements sur des financements. Sur la négociation de la taxe carbone aux frontières, probablement. Mais globalement, la stratégie a été tellement discutée, tellement acceptée, que maintenant, et que toutes les entreprises, comme on vient de le voir, se sont engagées. Je vois pas comment on peut changer cette stratégie qui est bonne et qui a un gros avantage. C'est sûr que on dit, ça a été évoqué ce matin, qu'elle coûte et qu'elle peut coûter. Mais donner l'exemple, c'est aussi très important. Et ça a un coût, et c'est aussi une façon d'affirmer la puissance de l'Europe. Et donc, effectivement, on aura appris, ça va être bon pour nos dîners avec nos amis, à faire un parallèle entre technologie ou comportement. Je pense que ça, c'était vraiment, on retiendra ça de ce moment. Merci à vous 4, et je vais laisser Pierre-Henri de Menton à ma place.